Bon, semaine sombre pour l'automobile en Europe. Bonsoir à tous, bienvenue à Monaco. Ce soir, il commence à faire frais d'ailleurs à Monaco. Le soir, Porsche qui annonce un résultat catastrophique et Carlos Tavares, surtout ancien PDG donc de Stellantis, qui fait des déclarations pour le moins fracassantes et qui déclare que l'industrie automobile européenne, bien finalement est massacrée par les deals européens, qui va constituer le terreau de, on va dire, d'introduction ou d'arrivée de Chinois qui vont s'approprier le marché automobile en grands sauveurs et dire nous sauvons des emplois, nous reprenons vos marchés, mais nous sauvons des emplois que vous n'avez pas su finalement gérer en pilotant correctement vos entreprises. Ce que je regrette, c'est que Tavares, et je vois qu'il y a peu de patrons aujourd'hui particulièrement audacieux en Europe, et c'est surtout ce qui manque lorsqu'ils sont en fonction. Tavares, qui n'était pas un mauvais dirigeant, pas le meilleur, mais pas un mauvais, se réveille après la bataille. Et c'est pour ça que je n'enverrai pas de demande d'entretien à Carlos Tavares, ça ne m'intéresse pas. Si je devais m'entretenir aujourd'hui avec un grand dirigeant français, ça serait peut-être Patrick Pouyanné, parce qu'il a un petit peu plus de, on va dire, tout simplement de bon sens que d'autres dirigeants qui sont trop politisés. On va parler de la guerre économique sino-américaine et pourquoi les Européens ne sont pas dans la bataille d'ailleurs, ne sont pas dans la course aujourd'hui, ne sont pas dans la danse et qu'il faut être deux pour danser et que ce tango-là on ne le joue pas et que notre industrie en effet va tout droit à sa perte et l'industrie européenne parce qu'elle est trop politisée en effet à tel point qu'on voit bien que même lorsque Porsche annonce, ça a été vraiment une catastrophe, c'est sur le troisième trimestre 2025, donc de cette année, sur les 9 premiers mois de l'année, c'est 95% de baisse par rapport aux marges opérationnelles, par rapport à l'année passée, au troisième trimestre. On est par rapport au trimestre équivalent, on était quasiment au milliard, et là on tombe, enfin Porsche tombe à 110 ou 115 millions de marge opérationnelle, et l'action ne bouge pas. Alors que lorsque c'était Ferrari, vous savez que je suis exposé à Ferrari et que j'ai pas de problème avec ça, même si l'action a baissé, elle remontera durant les temps qui viennent. J'en parlais d'ailleurs avec, je dévoilerai pas, je dénoncerai pas le nom par sympathie d'ailleurs et par professionnalisme, mais avec une responsable des investissements d'une banque privée monégasque qui est également très exposée à Ferrari et qui me disait il y a 2 jours, on déjeunait au Cipriani donc à côté, et qui me disait que beaucoup de clients appelaient en disant mais pourquoi vous êtes exposé à Ferrari? Ferrari a perdu, donc pour rappel, 100 $ le cours de l'action en quasiment 3 jours, ça a été vraiment brutal il y a 10 jours, alors que Ferrari n'a pas annoncé finalement de mauvais résultats, réellement. Et quand Porsche annonce des résultats qui réellement sont catastrophiques, le cours de l'action ne bouge pas. Pourquoi? Le cours de l'action, je vais vous le dire. Pourquoi? Parce que le cours de l'action, aujourd'hui, le cours des actions réagit finalement sur l'automobile plus également à des gros investisseurs qui sont politisés et qui sont un petit peu sur le marché automobile, en tout cas comme des païens nouvellement croyants qui retrouvent leur Dieu et qui voient la lumière blanche au bout du tunnel en disant on sait que c'est le tout électrique, et qui vont préférer rester positionnés sur des marques qui ont dit nous allons vendre que uniquement des voitures électriques à horizon 2035 comme le veut la Commission européenne, même si les gens n'en veulent pas, même s'il n'y a pas de marge à faire dessus, même si les carnets de commandes sont vides aujourd'hui et que personne n'en veut, nous restons convaincus que c'est le tout électrique et que ça n'est pas autre chose. Mais par contre, ces gros investisseurs ultra politisés qui vont voir un Ferrari qui va faire, qui a des carnets de commandes pleins, et surtout sur Ferrari, c'est pas compliqué, ils peuvent pas produire plus de ces 13 000 véhicules par an parce qu'ils ont une usine en Italie et qu'ils n'en ont pas deux, et que si demain ils ouvraient une autre usine, ils pourraient produire beaucoup plus de véhicules. Eh bien, dans cette même situation, ces investisseurs ultra politisés, y compris aux États-Unis aujourd'hui, parce qu'il y a une passion du tout électrique aux US également pour une partie, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est moins mortifère pour l'industrie US et pourquoi il y a des collaborations gagnant-gagnant pour l'industrie US qu'il n'y a pas en Europe. Mais ces investisseurs ont une religion qui est une doxa aujourd'hui, qui est le tout électrique. Donc même si la marque s'effondre
ne fait plus de résultats, il reste positionné et il préfère rester positionné sur des marques comme ça que sur des marques qui continuent à faire du thermique. Il y a un groupe qui me plaît en Chine qui s'appelle Geely, qui détient, enfin qui me plaît, j'ai pas d'action en plus, c'est coté d'ailleurs à Hong Kong, mais j'ai pas de, je veux dire, je suis pas exposé, mais qui est intéressant parce que ce groupe-là est parti, pour ainsi dire de rien, je crois qu'il faisait des clignotants pour moto il y a quelques années, et aujourd'hui, ils détiennent la moitié de Smart, Volvo Cars, Zeekr, pour ceux qui ont vu mon reportage à Moscou, je suis à un moment dans la périphérie de Moscou, vers Moscou City, dans un Zeekr. Je crois que le modèle c'est 009. C'est fascinant, Zeekr. C'est une marque là aussi qui n'existait pas il y a, il y a 10 ans et qui aujourd'hui, enfin il y a un confort qui est 10 fois supérieur, je ne vais pas dire à Rolls, mais à des marques, parce que c'est à la fois 10 fois inférieur en prix à ce que Rolls propose aujourd'hui comme prix, mais un confort qui est absolument prodigieux. Là où le bas blesse, d'ailleurs, je fais une digression plus générale, pas seulement sur l'automobile, mais l'automobile en est le segment finalement le plus évocateur, c'est que nous, Européens, nous retrouvons aujourd'hui avec un marché manufacturé qui a été gangréné, il faut le dire, par la Chine. Il y a beaucoup de produits chinois qui... une lampe de chevet était plus qualitative en 1950 en France qu'une lampe de chevet chinoise en 2005 ou 2010. Et pourtant, la machine-outil, il y a bien des secteurs comme ça qui ont été pris par l'industrie chinoise. On a désindustrialisé l'Europe au bénéfice de la Chine. Et à l'heure, dans une ironie assez acide, où on aurait pu se dire nous allons, puisque maintenant les Chinois ne font plus simplement de la mauvaise qualité à bas coût, mais qui font également de la bonne qualité, mais toujours à bas coût, nous allons pouvoir profiter d'avoir des véhicules comme le Xiaomi, j'en avais parlé dans une vidéo tournée ici d'ailleurs cet été, Xiaomi qui avait lancé un véhicule qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au Ferrari pur-sang et qui coûte là pour le fait réellement 10 fois moins cher que le Ferrari. Et on aurait pu se dire, nous allons en Europe profiter d'acheter des véhicules, puisqu'aujourd'hui c'est beaucoup sur l'automobile, chinois à bas coût. Et là, l'Union européenne dit non, il va y avoir des lois anti-dumping chinois, donc il va y avoir des tarifs, et il n'y aura pas, si une BYD sort à 13 000 $ d'usine, vous n'aurez pas une BYD à 13 000 $ sur le marché européen, comme vous pouviez avoir un portefeuille fabriqué en Chine ou une lampe fabriquée en Chine à quelques euros pour une poignée d'euros sur le marché européen au cours des années 2000. Et donc vous avez des marques aujourd'hui qui sont créatives réellement en Chine. Vous avez des marques aux États-Unis qui collaborent également avec les Chinois en œuvre. Pourquoi ? Et là aussi, ce qui est intéressant à analyser, c'est qu'on est dans une situation, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, qui est très... Aujourd'hui, les économies sont globalisées. On n'a pas d'économies qui sont partout dans le monde. Les économies, c'est plus des économies d'entrepreneurs, ce sont des économies de sociétés globalisées, ce sont des économies de multinationales. Donc il y a des droits de douane. Les droits de douane, c'est pas compliqué. Je l'ai dit régulièrement, c'est des impôts à la source sur les multinationales. Il ne faut pas chercher très loin pour comprendre que pourquoi il n'y avait pas de tarifs, ni au sein de l'UE, ni aux États-Unis, ou presque pas, ni en Chine, il y a 20 ans, il y a 30 ans, depuis plusieurs décennies. Et pourquoi on a passé plusieurs décennies sans tarifs ? Tout simplement parce que les économies n'étaient pas très globalisées, elles étaient locales et qu'il n'y avait pas besoin finalement d'imposer directement les multinationales en fonction des zones. Le tarif, les droits de douane, c'est des impôts à la source sur les multinationales. Et il va y avoir aujourd'hui, pendant 5 à 7 années à peu près, des voies de contournement de tous les côtés qui vont s'instaurer. Pourquoi Apple est installé en Indonésie ? Pourquoi Apple est installé en Malaisie, au Vietnam ? Pourquoi il y a des usines d'assemblage pour Huawei au Vietnam, de plus en plus en Indonésie, en Inde également parmi les gros pays, en Malaisie ? Parce que tous ces pays, comme la Turquie, servent de voie de contournement législatif pour la Russie par rapport aux sanctions européennes ou d'autres pays, les Émirats arabes unis notamment, Oman, j'en ai parlé régulièrement, tous ces pays vont servir de voie de contournement pour l'industrie qui va être
entravé par une surpolitisation du business dans le mauvais sens. Là aussi, je dis régulièrement que le politique ne sait pas faire du business, mais qu'il sait trop l'encadrer et qu'il n'a que trop aujourd'hui, et plus encore qu'hier, à la fois de propension et de capacité pour encadrer le business, et que plus les politiques, qu'ils soient américains, locaux ou fédéraux, chinois, européens, vont encadrer la vie des affaires et l'entraver, y compris dans l'industrie, plus il va y avoir des voies de contournement qui vont s'instaurer dans des pays comme donc la Malaisie, et qui sont presque saturés d'ailleurs. C'est pour ça que l'Indonésie, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'assemblages de smartphones, par exemple, en Indonésie, parce qu'il y a de plus en plus d'usines en tout genre qui s'installent, parce que c'est des marchés qui ne sont pas saturés, et que il n'y a plus suffisamment de salariés en Malaisie, même ou au Vietnam aujourd'hui, pour satisfaire le simple contournement des tarifs, des droits de douane et des difficultés qui sont amenées par les politiques américains, chinois, européens. Et que ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir des collaborations. Il y a une collaboration, par exemple, entre l'Inde et les États-Unis qui est absolument phénoménale et avant-gardiste. C'est le projet, c'est Waymo de Google entre Jaguar, donc Tata, l'Indien, qui fabrique un Autriche d'ailleurs en Europe, qui a fabriqué, puisque cette chaîne est terminée maintenant, mais entre 2018 et 2024, des caisses. Donc c'était le modèle iPace, si mes souvenirs sont bons, qu'il fournissait donc par l'intermédiaire donc de l'Europe en Autriche jusqu'à l'Ohio, l'Arizona aux États-Unis à Google, qui ensuite assemblait, équipait cette voiture pour en faire une voiture autonome. Et il y en a énormément à Los Angeles, à San Francisco aujourd'hui, qui roulent. Et ça, c'est une collaboration vertueuse. C'est une collaboration qui fait vraiment du gagnant-gagnant, parce que Google ne sait pas faire de voiture, il ne comptait pas faire de voiture. Donc ils ne perdent pas un marché, et c'est totalement gagnant-gagnant, puisque Tata, finalement, a eu des difficultés réellement à pénétrer davantage le marché américain, et qui aurait eu justement des mesures protectionnistes qui les auraient entravés, et que là, finalement, ils ne pourraient pas le faire avec Tesla, parce que si Tesla, demain, fait circuler des voitures autonomes partout aux États-Unis, forcément, ce sera des Tesla, sur toute la ligne. Ça veut dire que l'intelligence artificielle de la voiture, les calculateurs sur route, la caisse de la voiture, les roues, tout sera Tesla de A à Z. Donc Google n'allait pas solliciter Tesla pour faire de la voiture autonome aux États-Unis, tout simplement parce que Tesla aurait refusé, et qu'on imagine bien qu'avec la psychologie qu'a Musk, il aurait dit non, s'il y a une voiture parfaitement, et il y en a déjà un petit peu, mais pas autant que le projet Waymo. Le projet Waymo, c'est assez intéressant parce que il y en a vraiment partout aujourd'hui qui circulent à Los Angeles. Ce sont des voitures de surveillance, beaucoup. Ce sont des voitures, on peut faire des courses avec, on peut réserver des courses en indépendant également, mais qui sont un peu le must en matière de véhicules autonomes. Et c'est l'exemple type de collaboration réussie entre l'Inde d'un côté et les États-Unis, sans que ça fasse la une des journaux. Personne n'en parle en Europe. Tout le monde va vous dire Donald Trump a mis tant de tarifs contre l'Inde, contre la Chine, mais personne finalement dans les grands médias, j'ai envie de dire, présente ces collaborations qui se font au fil des années, entre l'Inde et les États-Unis, comme il y en a d'autres entre Nvidia également et Geely, par exemple. Nvidia qui équipe Geely, marque que je présentais précédemment chinoise, et Nvidia qui les équipe en puces. Collaboration sur les batteries entre Tesla, qui est américaine, et Geely également, Zeekr. Prochainement d'ailleurs, pour le projet Waymo, il y aura des Zeekr, donc la marque que je présentais là aussi précédemment, chinoise, qui avait été cotée, qui était valorisée 10-15 milliards, qui était cotée au New York Stock Exchange, qui a été délisté parce que Geely, qui en détenait à ce moment-là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, qui en détenait 40 ou 30 ou 40%, a voulu en prendre totalement le contrôle. Donc Zeekr a été privatisé, ça appartient à 70% à peu près aujourd'hui à Geely. Et bientôt, il y aura des Zeekr sur les Waymo, donc les voitures autonomes de Google. Donc ce que je veux dire, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que on nous présente finalement une guerre industrielle sino-américaine qui existe réellement, mais c'est pas une guerre, c'est une rivalité, c'est un combat de coqs
entre les meilleurs, et de l'autre côté, on oublie de dire, et c'est ce que dit un peu Tavares aujourd'hui, que le perdant de la farce, réellement, c'est l'industrie européenne qui, elle, par contre, s'engage à ce qu'il n'y ait plus de véhicules thermiques, alors que nous, ce que nous savions faire, c'était les véhicules thermiques, c'était pas... Je veux dire, on continue au moment où le Titanic coule à manger du caviar jusqu'à la fin, et nous, au simple instant où on nous dit qu'il pourrait finalement y avoir un peu de vent avant même que le Titanic ait coulé et qu'il y ait eu un iceberg au loin, on dit non, mais on arrête totalement de manger du caviar parce que le Titanic pourrait couler. Et on dit aujourd'hui on arrête de faire du thermique alors que les gens veulent du thermique, on est obligé de faire fonctionner des voitures avec du thermique et de l'essence et du diesel. Et à partir du simple moment où on l'a décidé, on impose à nos constructeurs d'arrêter d'en faire, on les surtaxe, comme je disais sur les BYD, les taxes, tout ce qui est en train d'être mis en place, combien Tesla a gagné et j'en dis pas de mal, attention, par rapport aux ventes comment on appelle ça, des crédits carbone, c'était 3 milliards sur la dernière année, 2024. Tesla a généré parfois jusqu'à 40% de ses bénéfices sur les derniers trimestres, qui n'étaient pas les meilleurs, par rapport aux simples ventes des crédits carbone. Donc tant mieux pour eux, mais je veux dire, ici, ce qui va se passer en Europe, parce que la Commission européenne favorise ce terreau par une surréglementation, c'est que BYD, qui est mieux placé évidemment que nous, et je ne parle même pas du scandale Nexperia, dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, mais qui handicape Stellantis en l'occurrence aujourd'hui sur les véhicules électriques, mais BYD qui est mieux placé que nous, Porsche, Mercedes, Stellantis, Renault sur le véhicule électrique, va revendre à tour de bras des crédits carbone qui vont avoir forcément, puisqu'ils font que de l'électrique et qu'ils émettent pas de carbone avec les véhicules qu'ils vendent, à des constructeurs européens, comme Tesla a vendu, comme je disais précédemment, 3 milliards en 2024 à peu près, ce qui représentait 2% du chiffre d'affaires, mais parfois, comme c'est quasiment du 100% bénéf, jusqu'à 25, 30, 40% en fonction des trimestres sur les derniers trimestres, des bénéfices nets de Tesla, à General Motors, à Ford, à tous les groupes qui font pas seulement de l'électrique, mais qui font encore du thermique. Donc l'Union européenne fait des règles qui instaure finalement réellement, est en train de nouer sa propre corde, et la corde de son industrie, y compris automobile, au bénéfice des Chinois en effet, de ceux qui seront, Tavares le dit très clairement dans le Financial Times, les plus agiles, en tout cas les plus réactifs, Toyota, Hyundai, tous ces groupes-là, qui sauront faire la passation au bon moment, mais qui n'auront pas été pris en otage par le politique. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est que les réglementations politiques aujourd'hui sont en train de prendre en otage les industriels et les industries, et que les premiers à se vautrer réellement dans la surréglementation, une fois de plus, c'est l'Europe, c'est pas les États-Unis et c'est pas la Chine.